19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Philippe de Villiers, vous avez été au cœur de l'actualité. Tout le monde a parlé de vous, partout, tout le temps cette semaine. Et on a hâte, les téléspectateurs, les Français qui nous regardent, ont hâte de vous entendre, notamment sur la pétition citoyenne que vous avez lancée il y a plus d'une dizaine de jours et qui rassemble déjà plus d'1 700 000 signataires revendiqués. On en parlera évidemment dans cette émission. Mais avant cela, et c'est vous qui me l'avez demandé, vous avez souhaité commencer cette émission par un drame qui a bouleversé la France, celui de Philippine, tué dans des conditions atroces il y a 1 an. Son bourreau est un Marocain en situation irrégulière, sous OQTF, déjà condamné en 2021, appréhendé alors qu'il avait quitté la France et retrouvé en Suisse. Cet été, le Conseil constitutionnel a refusé la loi pourtant votée à l'Assemblée nationale de prolonger l'incarcération en centre de rétention. Les profils dangereux. Je vous propose d'écouter la mère de Philippine sur le Conseil constitutionnel. On va écouter Blandine Lenoir de Carlan. Mon mari et moi, on avait suivi tous les débats et on a suivi les votes. Donc 2 tiers quand même pour chaque assemblée, 2 tiers de oui. Donc je me dis que le dernier tiers, ça doit être question politique. Ils ont posé dire oui parce que... Et quand on m'a appris assez délicatement que le Conseil constitutionnel avait censuré, alors là, moi, je suis retombée, mais j'étais anéantie. Juste après le vote, c'est une anecdote, on avait mis 5 lisses sur la tombe de Philippine, parce que ça symbolisait les jeunes filles qui n'allaient pas être tuées. Donc, celles qu'on ne connaîtrait jamais, qui ne sauraient même pas qu'elles auraient pu courir un risque. Voilà, j'étais tellement heureuse, j'ai dit, voilà, Philippine, au moins, je te présente ces 5 listes, je sais pas combien de jeunes filles que tu as sauvées. Et puis, pouf, début août, c'est fini, et je comprends pas. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous nous avez dit il y a 2 semaines que vous avez rencontré cet été les parents de la famille de Philippine. C'était quelques jours après d'ailleurs la censure par le Conseil constitutionnel. Le lendemain. De cet article dont te parlait la maman à l'instant de Philippine dans l'extrait qu'on a vu. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui à ses parents, à sa famille, à ses amis et aux Français qui nous regardent ? J'ai rencontré dans un moment pathétique, poignant, bouleversant, toute la famille. Une famille, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était une famille dévastée, mais debout. Une famille inconsolable, mais admirable de dignité. D'ailleurs, lors de cet entretien, on voit une dame qui est foudroyée, qui dit « je suis à demi morte », mais qui continue à vivre pour la société, en fait. Pour que la leçon soit, si possible, entendue, du moins méditée. Et lors de cet entretien, il y a eu 2 moments, comme dans l'entretien qu'elle a donné au Figaro, que la famille a donné au Figaro, Loïc et Blandine. Première partie de l'entretien, c'est l'anniversaire de Philippine, qui n'est plus là. Et donc, dans le Figaro, il raconte la chambre vide, qui reste allumée la nuit avec une petite lumière fluorescente, pour signifier la présence, le sourire de Philippine, qui est encore là. Et puis, il y a le message, le serment des amis, sur le cercueil. Nous continuerons à rire avec toi, nous continuerons à rêver avec toi, nous continuerons à faire des grandes choses avec toi. Tu seras notre étoile qui guidera nos vies. Et puis, il y a effectivement le papa et la maman qui chaque matin gravissent la pointe du Hoc. Et puis, ce sont les éboulis des larmes. Est-ce qu'on ne peut pas se remettre d'un drame comme celui-là, surtout quand la politique met du sel sur la plaie?
parce que c'est la deuxième partie dont je veux parler maintenant, de l'entretien, le petit bout de phrase que vous avez sélectionné. Dans l'entretien du Figaro et dans l'entretien d'RTL, les parents, en fait, déposent leur colère en place publique en sous-entendant qu'il y a eu 2 fautes. Ils appellent ça des dysfonctionnements. Ils ajoutent d'ailleurs que le gouvernement n'a pas fleuri la tombe. Tout le monde s'est carapaté, en fait. Où est le président de la République? Il aurait pu envoyer une gerbe. Et les parents disent non, il n'y a pas eu de gerbe. Rien. On est oublié, dans une solitude absolue. Mais la colère déposée sur la place publique concerne 2 fautes. Une faute politique et une faute judiciaire. Enfin, une faute juridictionnelle. La faute politique, je reprends ce que vous avez dit, Elliot. Philippine a été fauchée dans la fleur de l'âge en sortant de la faculté Dauphine. Elle est assassinée par un Marocain qui a une obligation de quitter le territoire. Je dis parce qu'au QTF, personne ne sait ce que c'est. Obligation de quitter le territoire. Obligation de quitter le territoire français. Qu'est-ce que ça veut dire pour un État qui souhaite se faire respecter de prononcer 130 000 obligations de quitter le territoire français quand il n'y en a que 11% qui sont exécutés? Qu'est-ce que ça veut dire, les OQTF, quand votre collègue et notre ami Louis Dragnel a recueilli la confidence du président de la République, la promesse du président de la République, il y a quelques années, et cette promesse disait demain, l'année prochaine, il y aura 100% des OQTF qui seront exécutés. C'est ma promesse, a-t-il ajouté. C'est ma promesse. Donc il faut imaginer la maman de Philippine qui dit ce matin, elle était là où elle devait être. Elle sortait de Dauphine, c'était pour le week-end, pour aller rejoindre son appartement. Lui n'avait pas à être là où il était. Alors d'autant moins qu'il avait déjà été condamné en 2019 pour un viol dans la forêt du Val d'Oise. Donc là, il y a une défaillance politique majeure. Les hommes politiques dorment chaque nuit. Et pendant ce temps-là, il y a 130 000 OQTF qui sont des individus dangereux par définition, qui se promènent sur le territoire national. Et donc, on est à la merci d'une nouvelle Philippine à chaque minute de notre vie. Je parle à tous les parents de France qui ont peur pour leurs filles qui sortent à 8 heures du soir, partout en France. Les OQTF, 130 000. Ce sont des armes par destination. Et deuxièmement, j'allais dire plus grave encore, le Conseil constitutionnel a donc censuré la loi Marlex qui visait à allonger le délai de rétention. Pas beaucoup, mais un petit peu. Pas assez. Mais on est tenu par les normes européennes, là comme ailleurs. Et le Conseil constitutionnel a jugé que ça n'était pas nécessaire. Parce que le Conseil constitutionnel n'est plus le Conseil constitutionnel de Michel Debré, du temps où il avait pour seule vocation de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, c'est une Cour suprême qui rejoint le combat des minorités, pour parler comme eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a instauré la double préférence. La préférence du délinquant sur l'innocent et la préférence de l'étranger sur le national. Voilà le Conseil constitutionnel. C'est une honte. Cette institution s'est déshonorée. Alors on parle de l'état de droit.
c'est l'état de droit qui permet aux malfrats, aux criminels d'agir. C'est ça l'état de droit aujourd'hui. C'est un état de droit qui protège ceux qui tuent nos enfants. Ce n'est pas un état de droit qui protège nos enfants. Et pensons ce soir évidemment à la famille de Philippine et à travers le témoignage courageux et bouleversant de sa maman et de son papa cette semaine. On peut penser évidemment à la famille de Lola, on peut penser à la famille de Thomas, on peut penser à la famille d'Elias, on peut également penser bien sûr à tous ces parents qui ont vu leur vie dévastée par un... Vous vous rendez compte que la minute de silence, il y a un an, avait été perturbée, ce que rappelait tout à l'heure excellemment Jacques Sauret. C'est vrai. La minute de silence, il y avait des affiches qui avaient été déchirées. Vous avez entièrement... C'est-à-dire qu'il y a vraiment une haine de la France, de ce que représentent les familles françaises, de ce que représente l'innocence française. Il y a des gens qui sont des tueurs en liberté et qui sont des idéologues et qui tuent par idéologie, qui tuent avec des mots, mais avec des mots qui tuent. Honte à ceux qui ont perturbé ces moments de recueillement. Vous avez entièrement raison, Philippe, et on ressortira la séquence. Oui, mais en fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est la suivante. Est-ce qu'il va y avoir un jour au sommet de l'État quelqu'un qui va se sacrifier pour dire maintenant ça suffit et qui prend les lois nécessaires? Voilà. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est le vrai sujet. C'est-à-dire agir sur les causes plutôt que sur les effets. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des hommes politiques qui sont des apporteurs de compresses. Et on en parlera peut-être dans cette émission. À la une cette semaine, Philippe de Villiers, la mobilisation du 18 septembre à l'appel des principaux syndicats, ces mêmes syndicats qui posent un ultimatum au Premier ministre le 24 septembre prochain. 500 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur et une trentaine de policiers et gendarmes blessés jeudi après-midi. Parmi toutes les images, 2 images vous ont marqué, Philippe de Villiers, on va les découvrir ensemble. D'abord celle d'une guillotine à droite de l'image, c'était place de la Bastille à Paris hier, et puis à gauche c'est nos confrères de Boulevard Voltaire qui ont capté cette image, des tags à la gloire du Hamas et de son porte-parole sur la place de la Nation. Philippe de Villiers, quel regard portez-vous sur cette manifestation qui vient d'avoir lieu ainsi que sur ces débordements? Ben moi, ce qui me frappe, là, en 3 jours, j'inclus aussi Tourcoing et Reims. Vous allez voir pourquoi. Il y a 3 clignotants qui s'allument et qu'il faut regarder avec soin. C'est-à-dire 3 situations nouvelles, en fait. Les diplomates appelleraient ça des signaux faibles. Premier clignotant, nous assistons au divorce naissant entre la police et la justice. C'est-à-dire qu'en fait, la police n'en peut plus de voir une justice qui est, depuis trop longtemps, dans la main de la harangue de Baudot. Vous savez, la harangue de Baudot, c'est la harangue de ce monsieur, au moment de la création des syndicats de la magistrature, qui disait qu'il faut privilégier le délinquant plutôt que l'innocent. Vous m'avez entendu? Et c'est ce qu'a fondé notre nouveau droit pénal. Badinter et tous les autres. Et il y en a un qui a vu ça très bien. C'est Georges Fenech, je lui rends hommage. Parce qu'il a dit ce matin, hier, mais en fait, ils appliquent les lois. Mais les lois, elles ont été votées par qui? Par le Parlement. Et le Parlement a été inspiré par qui? Par l'idéologie de la harangue de Baudot. C'est-à-dire non à la prison, les délinquants sont des victimes de la société, toute cette idéologie post-68 tarde. Donc le divorce entre la police et la justice, il vient du fait que, je ne sais pas si vous savez, il y a combien de policiers et gendarmes qui ont été tués dans l'année 2024, c'est 54. Et là, hier, le ministre de l'Intérieur est arrivé à la télé, comme il fait à chaque fois pour débriefer, comme à la fin de la messe, en disant tout s'est bien passé. Item issa est. Ouais, c'est bien passé, sauf qu'il y a eu 26 policiers blessés quand même. Donc si c'est ça, se bien passer, on s'en passerait. Alors, en fait, les policiers veulent des peines planchées, veulent des peines minimales. Moi, je vais plus loin. Je pense qu'un État qui se respecte
compte tenu de ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est un État dans lequel toute forme d'attentat à la police, un policier relève de la perpétuité. Comme ça, le corps des policiers sera protégé. Le corps des policiers, des gendarmes, j'ajoute les infirmiers et les sapeurs-pompiers, puisqu'ils ne peuvent plus rentrer dans les quartiers souverains. Comme ça, ils pourront rentrer dans les quartiers souverains. Il faut que la peur change de camp. Deuxième clignotant, c'est la normalisation de la violence. Je prendrai 3 exemples, 3 illustrations qui datent d'hier. La première, c'est que la veille de la manifestation, le préfet de police, dont je vois par ailleurs les qualités éminentes, notamment de communication, a expliqué aux commerçants, barricadez-vous. Attendez, vous entendez la phrase ? Barricadez-vous. Donc en fait, c'est la course au contreplaqué pour tous les commerçants de France et qui sont appelés à se protéger eux-mêmes. Ça vous rappelle quelque chose, Elliott Geoffroy? Souvenez, la société de vigilance. Quand Emmanuel Macron avait dit « non possumus », on ne peut plus rien faire, l'État régalien. Il faut vous protéger vous-même. Il avait même donné un exemple, il suffit de regarder derrière soi, savoir si on est suivi. Ah ben voilà. Et donc, premier signal, donc il faut se barricader quand il y a une manifestation. Donc en fait, on accepte que la peur ait changé de camp. C'est aux commerçants de se barricader. Deuxième chose qui a changé, deuxième clignotant, la presse compte. Et ensuite, elle fait des titres. Il y a moins de casse, il y a plus de casse. Voilà le bilan de la casse. Mais c'est comme le réchauffement climatique. Il fait meilleur, il fait plus froid. Ben voilà, ça fait partie de la vie. Et les gens s'habituent, ils disent « Ah, les casseurs étaient plus nombreux, les casseurs étaient moins nombreux. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi ils sont là, et surtout on ne sait pas pourquoi on ne leur rentre pas dedans. » Et tout à l'heure, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que tout à l'heure, j'ai vu sur CNews une nouvelle importante. Trump vient de décider de dissoudre les antifas en les considérant comme des bandes terroristes. Nous, qu'est-ce qu'on attend pour restaurer la loi anti-casseurs qui avait été votée par Alain Perfit, et qu'est-ce qu'on attend pour aller chercher chez eux, on a les moyens de renseignement maintenant, pour aller chercher chez eux les Black Blocs et les enfermer préventivement pour que les troubles cessent et qu'on puisse manifester dans la paix et la sérénité. Troisièmement, et c'est peut-être encore plus fort, Bercy a demandé que les primes d'assurance connaissent une surprime de 5% pour assurer les habitations en cas de trouble. Donc en fait, ça veut dire que c'est nous, les innocents, nous les citoyens français, nous les victimes, qui allons payer la prime d'assurance. Voilà. Et enfin, le troisième clignotant, alors là, c'est l'impéritie de ceux qui nous gouvernent. Résumons, ça tient en 3 phrases. On a un président qui ressemble de plus en plus à Deschanel. Vous savez, Deschanel, il a quitté le train en pyjama et on l'a retrouvé dans un arbre au bord du chemin de fer. Et on dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis président. Bon. Donc là, il part en Palestine, il part à l'ONU pour la Palestine. Là, il est monté dans les tours. À Notre-Dame, Quasimodo, on va lui sonner les cloches. Donc il est paumé, quoi. Il est paumé, alors il voyage. Mais c'est plus un président, il n'y a plus de chef de l'État, donc il faut lui dire bon, allez, maintenant, il faut passer la main, quoi, parce que c'est plus possible. Vous êtes en villégiature. Ensuite, on a un Premier ministre dont toute la presse dit il consulte. Vous avez remarqué, c'est un mot de médecin. Il consulte, il ausculte fort. Il prend le pouls du PS. Et il propose la pharmacopée Zuckman. Et puis enfin, il y a l'addition. Il n'y a pas de gouvernement, il y a des impétrants
qui longe les murs, on voit des ombres partout, qui rentrent, qui sortent. Voilà, c'est pire que la 4e République, la partitocratie. Et pendant ce temps-là, la journée d'hier, où tout s'est bien passé, dixit les autorités, tout s'est bien passé, sauf que ça a coûté, d'après mes calculs, 5 milliards d'euros. Oui, la journée a coûté 5 milliards d'euros parce que entre les gars, c'est pas moi qui ai